Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente André Maillet-Périère, directrice générale de Réseau Réussite Montréal. Bonjour, je m'appelle Philippe Allard, je suis directeur général du RCM, le regroupement des cégeps de Montréal. Alors, André et moi, on sera vos animateurs pour ce webinaire. Alors, dans le cadre des travaux de trajectoire, un comité régional interordre sur les trajectoires post-secondaires à Montréal, on a décidé d'étudier les perceptions des élèves quant à leur motivation et besoins en lien avec la transition faisant suite au secondaire. Les transitions scolaires sont névralgiques dans la réussite éducative et l'obtention d'un diplôme d'études secondaires n'est pas la fin d'un parcours qualifiant en soi. Alors, l'objectif de l'étude est d'ajuster nos pratiques pour mieux accompagner les jeunes dans leur réussite éducative. Et pour ce faire, nous avons procédé à une enquête menée par ECOB auprès de plusieurs centaines de finissantes et finissants de secondaire 5 dans l'ensemble de la région de Montréal afin de comprendre leur perception au moment où ils et elles sont au cœur de cette expérience de transition vers le collégial. André? Le webinaire d'aujourd'hui vise à partager les résultats de cette enquête et contribuer à l'avancement des connaissances et du travail concerté, interordre et intersectoriel pour la réussite éducative des jeunes Montréalais. La conférence se déroulera en deux blocs avec deux périodes de questions bien distinctes. Nous allons vous guider puis vous l'indiquer à chaque fois. Il y a plusieurs angles de sujets qui ont été mentionnés lors de l'inscription, avec plus de 200 pistes de réflexion mentionnées. Vous avez été très généreux dans vos propositions, questions, commentaires. Il ne sera pas possible, malheureusement, de tout aborder aujourd'hui dans le cadre de la conférence, mais soyez assurés que tout ça va nous alimenter dans nos réflexions et dans nos prochains travaux. Le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui est enregistré et il sera disponible en rediffusion. Et un dossier documentaire vous sera acheminé avec les présentations que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Également, un lien pour un sondage d'appréciation sera disponible dans le clavardage à la fin de la conférence. On vous le mentionne dès maintenant, on vous invite à le remplir dès la fin du webinaire. C'est une rétroaction qui est très importante pour nous et qui nous permet de nous améliorer constamment pour vous offrir des webinaires à la hauteur de vos attentes. Alors, avant de laisser la place à nos panélistes, on va débuter avec un petit sondage que vous allez voir à l'écran. Donc, selon vous, quel est l'acteur de l'entourage du jeune qui a le plus d'influence dans son choix de parcours postsecondaire? À vous. Alors, est-ce qu'on est prêt à voir les résultats? Alors, merci, mais ce n'est pas moi qui vais vous dire quelle est cette réponse. Je vais laisser à Marco le soin, lors de sa présentation, de vous apporter un éclairage à cette question. Alors, sans plus tarder, je laisse Philippe vous présenter nos conférenciers. Alors oui, merci André. Donc, on a le plaisir d'accueillir trois membres de l'équipe de recherche d'ECOB aujourd'hui pour la conférence. Tout d'abord, Marco Gaudreau, chercheur à ECOB et responsable de l'enquête d'aujourd'hui, qui vous est présenté aujourd'hui. Ensuite, Camélia Dubois, également chercheur au sein d'ECOB et coordonnatrice de la chaire UQAC Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes. Et finalement, Béatrice Klein, professionnelle de recherche chez ECOB. Alors, Marco, je te cède la parole pour la conférence. Merci. Bon, là, je vais lancer mon partage d'écran. On espère toujours que ça se passe bien. Vous saurez me le dire. Voilà, non, ça se passe pas bien. J'ai oublié une étape, excusez-moi. Partager. Celle-ci. Est-ce que vous voyez ce que je vous partage? Je ne vois personne, alors quelqu'un devra prendre la parole pour me le dire. C'est très bien. Voyons. Bon, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes trois.
comme on vient de le dire, pour vous présenter les résultats d'un webinaire qu'on a intitulé Poursuivre des études postsecondaires ou non. En fait, il y a vous verrez, il y a un certain groupe qui ne se destine pas vers les études postsecondaires. On y reviendra tout à l'heure. Mais on va particulièrement mettre l'accent sur leur motivation et leurs besoins, les besoins des finissants montréalais. Euh, Là, il faut que je change, il faut que ma souris soit sur le bon écran. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Excusez-moi, là, on va s'habituer. Pourquoi ça veut pas? Moi, ça change, puis pas vous. Bon, ça va bien encore. Ah, voilà. Le plan de la présentation, excusez-moi, là. Le plan de la présentation, on va faire d'abord une brève mise en contexte de l'enquête, des objectifs et de la méthodologie. On va suivre avec deux blocs de résultats. Les deux premiers points que vous voyez à votre droite sur l'écran, les points 1 et 2, seront présentés dans le premier bloc et je reviendrai présenter le bloc 3 après une période de questions. Le bloc 1 sera présenté par ma collègue Camélia, puis le bloc 2 sur les attitudes en ce qui concerne la transition par ma collègue Béatrice. Donc, vous voyez au bloc 1, là, on va parler des personnes influentes. C'est particulièrement Camélia qui va pouvoir vous informer sur qui avait raison à la question de départ. La mise en contexte, ben, rapidement, déjà, André et Philippe l'ont déjà dit. En fait, dans le projet Trajectoire qui regroupe le réseau Réussite Montréal et le regroupement des cégeps de Montréal, on a travaillé à mieux comprendre la situation des finissants au moment, à toute fin de leur cinquième secondaire, au moment où ils font leur choix vocationnel. Alors, c'est vraiment une enquête au moment où les choix se font, la situation, en fait, la plupart ont reçu déjà des nouvelles du SRAM à leur première demande d'admission. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Je veux moi, simplement ajouter un merci spécial de la part des chercheurs aux responsables de la collecte des données dans les 5 centres de services scolaires et commissions scolaires de Montréal. Ils ont vraiment dû travailler d'arrache-pied pour le faire et on l'apprécie vraiment. Sans eux, ça aurait été impossible. Le projet de l'enquête qu'on vous présente aujourd'hui a été précédé d'un projet pilote à la CSSMB dans 3 écoles. On avait fonctionné avec une procédure de recherche qui s'appelle les focus groups, les groupes de discussion par classe. Et ça nous a permis de réaliser un peu, de tester les questions. On pensait qu'on aurait un schéma d'entrevue définitif. C'était vraiment l'objectif qu'on avait de fonctionner par groupe classe. Cependant, on a appris que c'était très pertinent de faire l'enquête, on avait des beaux résultats, mais qu'il y a une certaine discrétion chez les étudiants, les uns envers les autres. C'est pas évident que les jeunes sont à l'aise de dire dans quel cégep, dans quel programme, ou qu'ils n'ont pas encore les prérequis, ou qu'ils ont été refusés à leurs collègues de classe. Ça menait à moins bien connaître un peu le fond de la question. On a complètement tourné notre projet de recherche pour l'amener vers des entretiens individuels, soit par questionnaire ou par entrevue. Donc, ça valait la peine de faire un pilote, effectivement, mais on avait déjà des beaux projets, des beaux résultats. Les besoins particuliers, là, les questions de recherche sont à votre droite, là, quatre objets particuliers, connaître leur intention de poursuivre, comprendre leurs besoins, comprendre leurs difficultés, puis comprendre la manière dont ils appréhendent la transition postsecondaire, que ce soit vers un DEP, vers les études collégiales ou vers le monde du travail. Alors, c'est une transition qui est importante dans la vie des jeunes, puis on le verra tantôt, il y a des données qui le manifestent vraiment. Il y a 4 groupes de participants qui nous intéressaient particulièrement. On a regroupé les résultats pour les analyser par 4 sous-groupes d'étudiants. Aujourd'hui, on va vous présenter surtout des résultats pour l'ensemble des étudiants répondant en cinquième secondaire, mais parfois, vous allez voir avec une accolade à côté des graphiques, on va éclater les données par 4 sous-groupes. C'est-à-dire, le premier, c'est les étudiants déjà admis au collégial, qui ont déjà reçu une offre conditionnelle d'admission, là, mais c'est vraiment le gros bassin, c'est 72 des répondants. Donc, parfois, on va avoir une donnée qui va s'éclater pour eux. Pour ceux qui désirent aller au collégial, mais qui n'ont pas encore été admis, c'est-à-dire qui n'ont pas encore eu de réponse ou qui ont eu un premier refus, puis qui doivent procéder par le deuxième tour, etc.
Le troisième groupe, c'est ceux désirant poursuivre une formation professionnelle, qui est le lot de 5,5 dans l'échantillon. Puis les autres, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer, mais qu'ils ne doivent pas faire un petit détour par le FGA parce qu'il leur manque soit un prérequis ou qu'ils pensent échouer un cours ou qui ne savent pas quoi faire ou qui ne veulent pas continuer leurs études. C'est quand même le lot, là, on appelle ça les autres. Vous verrez là, dans les graphiques, ça se présente comme ça. C'est 9,5 de l'échantillon. Ces autres-là, on leur demandait s'il y avait d'être volontaires à participer à une entrevue individuelle pour connaître les raisons et amener à ce choix ou à cette indécision, les enjeux attendus, leurs suggestions quant à l'amélioration des mesures de transition postsecondaire. Cependant, malheureusement, il y a eu un petit enjeu éthique, c'est que les commissions scolaires et centres de services scolaires ont jugé nécessaire d'obtenir le consentement non seulement du jeune pour procéder pour répondre aux questionnaires et aux entrevues, mais aussi des parents. Ça a amené deux difficultés de recrutement. D'abord, il y a certaines écoles qui n'ont pas accepté de participer parce que ça alourdit beaucoup le processus d'obtenir le consentement double, évidemment. Et puis, deuxièmement, il y a moins de jeunes qui ont accepté de participer. Et parmi les 5 volontaires, il y avait seulement 5 volontaires qui voulaient, ben, on a eu de la difficulté à rejoindre les parents, effectivement, pour confirmer le consentement du parent et pour prendre rendez-vous avec les jeunes. Alors, on a dû abandonner ce volet-là, mais pour les objectifs, parfois, par chance, on avait mis des questions ouvertes dans le questionnaire et vous verrez, là, plusieurs résultats viennent compenser ce fait-là parce qu'on avait beaucoup de questions ouvertes dans le questionnaire. Finalement, vraiment plus technique, là, on a un questionnaire qui comportait entre 30 et 39 questions en ligne. Donc, ça dépendait du profil du répondant. Là. Ceux qui, par exemple, n'étaient pas encore admis au cégep avaient une série de questions réservées à eux. Ceux qui se destinaient vers le DEP avaient une section réservée à eux. Donc, selon le profil, on avait plus ou moins de questions dans le questionnaire, mais c'est 30 à 39. Et il y a 481 répondants répartis dans 28 écoles qui composent l'échantillon. L'enquête se déroulait entre le 12 avril et le 9 juin 2023, donc vraiment à la fin de l'année. Vous voyez, c'était aussi un enjeu, mais de la collecte qui a fait que le nombre d'écoles et le nombre de répondants a été un peu plus bas que ce qu'on souhaitait. Mais quand même, on a un échantillon qui nous permet d'être représentatif de l'ensemble de l'île à 481, mais ça ne nous a pas permis de faire des résultats, d'offrir des résultats au centre de services scolaires et commissions scolaires selon leur unité, selon les commissions scolaires et les centres de services scolaires, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens dans chacune. Voilà. Alors, je passe la parole à ma collègue Camélia qui prend le relais. Donc, bonjour à tous. J'espère que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous me le direz. Donc, ici, on a le profil de nos répondants. Parmi les 481 personnes là, qui ont répondu à notre questionnaire, on a 57 de femmes, on a 40,1 d'hommes et 2,9 qui s'identifiaient comme non-binaires, fluides dans le genre ou bispirituels. L'âge moyen de notre cohorte, c'est 17,2 ans. Donc, nécessairement, c'est à la fin de leur secondaire 5. Là, donc, c'est l'âge moyen. Et finalement, il y en a la moitié de notre cohorte qui provenait d'un programme régulier sans profil ou concentration, 21 qui provenaient d'un programme régulier avec profil ou concentration, par exemple, ouverture sur le monde. Il y a le cas de notre cohorte qui provenait d'un programme particulier, soit un sport-études, art-études, un programme international, et notre petit dernier échantillon, 4,5 qui était dans un autre programme, là, que ces 3 principaux. Là. C'est Marco qui gère notre PowerPoint, là, donc des fois, je vais peut-être y faire un petit signe là, pour être sûr qu'il change de diapo au bon moment. Donc, dans notre profil de répondant aussi, on en a la moitié, donc 50,5 des finissants qui éprouvaient de la difficulté à réussir un ou plusieurs cours. Donc, 35,3 qui avaient de la difficulté à réussir un cours, puis 15 qui avaient de la difficulté dans plusieurs cours. Les raisons qui expliquent cette difficulté à réussir, c'est souvent ce qu'ils vont nous exprimer, là, c'est de la difficulté avec la matière,
un manque d'intérêt, un manque de temps, de la difficulté dans les travaux ou un problème avec des enseignants, un ou des enseignants, puis en plus faible pourcentage, soit des problèmes de santé, un problème financier au travail ou un programme sport-art-études qui probablement utilisait beaucoup de leur temps. Il faut voir ici aussi là, que les gens avaient, nos finissants pouvaient répondre là, à plus d'un choix là, dans la liste qu'on avait. Puis, je vais vous rappeler aussi, là, encore une fois, là, on va parler souvent des 4 groupes là, de finissants, puis c'est là qu'on va, qu'on va faire des fois des distinctions là, entre ces 4 groupes-là. Donc, on a le groupe des admis dans les cégeps, le groupe des non-admis encore dans un cégep, donc qui visent le cégep, mais qui ne sont pas encore admis. Le groupe qui s'en va faire un DEP et les autres, donc ceux qui s'en vont FGA, qui ne continueront pas les études ou qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est celles et ceux qui sont déjà admis dans un cégep qui sont moins nombreux à éprouver de la difficulté à réussir un ou plusieurs cours. Donc, ça va être 43 de ceux et celles qui sont déjà admis, comparativement à 75 de ceux qui cherchent toujours à être admis. Donc, c'est ceux qui ont plus de difficultés dans un ou plusieurs cours. Donc, on va être ici dans les résultats concernant les aspirations scolaires et vocationnelles. Je vous explique un peu ici, là, on a les aspirations scolaires idéales et réalistes qu'on a cherché à connaître là, chez les étudiants. Donc, les aspirations scolaires idéales, ils ont été établies avec la question « Si cela ne dépendait que de toi, jusqu'où aimerais-tu poursuivre tes études? » Alors que les aspirations réalistes ont été déterminées avec la question « Compte tenu de ta situation, jusqu'où t'attends-tu à poursuivre tes études dans les faits? » Ce qu'on remarque ici, c'est que les aspirations scolaires idéales et réalistes sont pratiquement identiques chez les finissants. Donc, chez ceux qui visent des études universitaires, là, il y a 67 que c'est leurs aspirations idéales, 65 c'est des aspirations réalistes. Chez ceux qui visent des études collégiales, c'est pratiquement identique, là, donc il n'y a pas de différence significative. Et chez ceux aussi qui s'en vont, qui visent seulement des études secondaires, tout au plus. La principale raison pour laquelle les finissants croient que ce sera difficile de réaliser leur projet d'études, en fait, il y a plus de la moitié de nos finissants qui croient que ça va être difficile de réaliser leurs aspirations idéales. Les raisons qui expliquent ça, ça serait par exemple le domaine il est exigeant, soit leurs notes sont trop faibles, ils en ont assez de l'école. En plus faible, là, importance, là, on a les études qui coûtent cher, ils veulent voyager, ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie ou d'autres raisons. Les autres raisons, là, ça ressemble, là, par exemple, là, la santé mentale, le manque de motivation et les difficultés là, attendues. Pour les prochains résultats que je vais vous partager, ça a été calculé là, avec un instrument de Jones. Là. En fait, là, je vais être très bref là, là-dessus parce que je pense que ce n'est pas nécessairement là, la façon qu'on l'a construit là, qui est nécessaire. Mais il faut juste comprendre que les questions ici qu'on a posées, c'est j'ai en tête un domaine dans lequel j'aimerais travailler et j'ai décidé de l'occupation que j'aimerais exercer. Donc, en additionnant là, sur une échelle de 1 à 8, fortement en désaccord, fortement en accord, on a calculé un score. Dans le fond, le score, s'il était au-dessus de 9, on a déterminé que c'était des répondants qui étaient indécis, alors que s'il y avait un score en bas de inférieur à 9, c'était des personnes qui étaient décidées dans leur choix de carrière. Ce qu'on remarque ici, c'est que le quart des répondants et répondantes ne connaissent pas encore la profession ou le domaine dans lequel ils ou elles souhaitent exercer. Donc, la grande majorité des étudiants se disent décidés donc, quant à leur orientation scolaire et professionnelle. Puis ici, faut comprendre qu'il n'y a pas de différence significative selon ce qu'ils ou elles feront l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de différence entre nos 4 sous-groupes, là, les admis, les non-admis, ceux qui visent le cégep, le DEP ou les autres. Pour les dimensions pour lesquelles les élèves ont besoin d'aide. On a calculé encore une fois là, grâce à l'instrument de Jones là, certains éléments ici. Puis,
en fait, ce qu'on remarque ici, c'est près de la moitié des répondants, donc 43,6 estiment avoir besoin d'aide en ce qui concerne la connaissance de leurs aptitudes professionnelles. Donc, c'est par exemple là, la connaissance, ben, ils aimeraient avoir ils aimeraient savoir quel genre d'emploi correspond le mieux à leur personnalité. Ils ont besoin d'aide pour avoir une idée plus claire de ce que sont leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs forces et leurs faiblesses. On a aussi la deuxième, le 26,1 des répondants qui estiment avoir besoin d'aide pour la connaissance des métiers et des programmes de formation. On a un 16,8 de notre échantillon qui estime avoir besoin d'aide quant à leur autonomie décisionnelle vocationnelle et un 7,4 qui estime avoir besoin d'aide concernant l'importance accordée au choix de carrière. Donc, ce qu'on remarque ici, là, ben, comment est-ce qu'on pourrait les soutenir, ces finissants et finissantes-là? Ben, c'est avec le 43,6, avec près de la moitié, ben, ce qu'on comprend, c'est faudrait les aider à se découvrir. C'est qu'ils ont besoin d'aide là pour apprendre à se découvrir, pour apprendre à connaître c'est quoi leurs aptitudes professionnelles. Au niveau de la connaissance des programmes d'études, donc il y a près de 70 qui connaissent bien les programmes d'études qui sont offerts au collégial, donc sont totalement ou un peu en accord là, avec cette affirmation-là. Par contre, on a une grande différence là, entre nos 4 groupes à l'étude. Donc, c'est 74 on le voit là ici avec les accolades. Là. Donc, il y a 74 des admis qui connaissent bien les programmes d'études offerts au collégial. C'est 70 des non-admis. Alors que ceux qui s'en vont faire un DEP ou les autres groupes, c'est seulement 50 là, qui connaissent bien les programmes d'études offerts au collégial. Pour ceux qui connaissent bien les programmes d'études professionnelles, ben, c'est 46,1 de notre échantillon. Mais encore une fois, il y a une différence là, entre nos 4 groupes d'études. Donc, c'est seulement 47 des admis dans un cégep qui connaissent les programmes d'études professionnelles, 34 des non-admis. Ceux qui s'en vont faire un DEP, donc c'est 74 qui connaissent bien les programmes d'études professionnelles. Et les autres, c'est un 34,8 de notre échantillon. Donc, sachez que la connaissance des programmes d'études offerts au collégial et à la formation professionnelle est importante pour faire un choix éclairé. Donc, avec nos résultats, on peut voir cette différence-là. Je m'en viens là, vers la réponse au sondage là, que vous avez fait au tout départ, là. Mais on a posé aux élèves là, si, dans le fond, l'importance de continuer les études pour les parents selon les élèves. Et sur une note positive, ben, c'est 70 des élèves qui estiment que leurs parents accordent une très grande importance au fait de continuer les études après le secondaire. Et c'est 19,2 qui estiment que cela leur semble assez important. Donc, on a très important, 70 assez important, 19,2 Et il y a une différence là, chez les très importants entre nos différents groupes. Donc, c'est 74,3 du groupe des admis que l'importance de continuer les études c'est très important de continuer les études pour les parents. Chez les non-admis, c'est 69 alors que chez ceux qui vont faire un DEP, c'est 48 et les autres, 51,2 Donc, l'importance accordée par les parents à la continuation des études est plus courante chez ceux et celles qui visent déjà des études collégiales. Et pour faire suite à ça, dans le fond, tantôt, on vous a posé la question là, sur la proportion de ces personnes qui ont une forte influence sur leur orientation. J'ai vu un petit peu là, les résultats, en grosse majorité, c'était les parents, mais effectivement, c'est les parents qui ont, selon les élèves, là, qui ont une forte influence sur l'orientation, donc en 42,5 de nos finissants et finissantes. On a ensuite en plus faible pourcentage là, pour le reste des groupes, là, on a les enseignants ou un enseignant en particulier. On a leurs copains-copines, chum blonde, on va dire. Ici, ce qu'on remarque, c'est la différence entre le groupe des admis, qui, eux, c'est 11,5 qui soulignent que leurs copains-copines ont une forte influence, alors que chez ceux qui s'en vont faire un DEP, c'est 37
On a aussi là, le groupe des amis ou autres étudiants, c'est 15,1 %, d'autres membres de la famille, le personnel d'orientation scolaire au secondaire, donc 9,3 %. Par contre, il y a une différence dans nos 4 groupes. Chez les amis, c'est 7,8 % qui pensent que leur personnel d'orientation scolaire a une forte influence. Chez les DEP, 3,8 %. Les autres, c'est 6,8 %, alors que chez les non-admis, dans un collège, c'est 21,4 %. Donc, chez ceux-là là, que le personnel d'orientation scolaire peut avoir une grande influence. Un autre professionnel ou personnel de soutien à l'école, là, dans 8,1 %. Par contre, chez les admis, c'est 5 % et chez ceux qui vont faire un DEP, c'est 19,2 %. Et sinon, un membre du personnel d'un cégep, lors d'une visite, 6,6 %. Donc, je vous laisse sur certaines pistes de réflexion là, qu'on a avant de passer la parole à ma collègue Béatrice. Là. Mais ce qu'on remarque, c'est que les parents se démarquent grandement à cet égard. L'influence des conseillers d'orientation semble aussi importante pour les non-admis. Et comment pouvons-nous profiter de l'importante influence des parents? Qui peut rejoindre les parents pour s'assurer qu'ils ont toute l'information nécessaire pour bien soutenir leurs enfants? Donc, pour la prochaine partie des résultats, là, je donne la parole à ma collègue Béatrice. Donc, bonjour. Je vais vous présenter la deuxième partie des résultats, c'est-à-dire les attitudes en ce qui concerne la transition. Donc, concernant la perception des cégeps, on peut remarquer que la moitié des finissants du secondaire montréalais s'identifient au cégep. La proportion est 2 fois plus forte chez les admis au cégep que pour les 3 autres groupes que nous avons interrogés. Le cégep est vu par la moitié des finissants comme un lieu d'échange d'idées et de rencontres. Cette proportion est plus importante pour les finissants qui vont poursuivre à la formation professionnelle que pour ceux qui sont admis au cégep. On remarque également que plus de la moitié des finissants perçoivent le cégep comme une étape importante de leur vie qui leur ouvre de nouvelles perspectives, tandis qu'un tiers des finissants le voient plutôt comme un passage obligé entre le secondaire et l'université ou le marché du travail. Plus de la majorité des finissants voient le cégep comme un lieu d'apprentissage utile dans le cheminement de carrière, alors qu'à peu près un admis sur 3 et les non-admis le voient comme l'endroit idéal pour déterminer ce que l'on veut faire ou qui on veut être dans la vie. La proportion est moindre chez les finissants qui vont poursuivre en formation professionnelle ou pour ceux du 4e groupe, c'est-à-dire les autres. Les finissants voient autant le cégep comme un lieu accueillant que comme un lieu intimidant, et ce dans les mêmes proportions pour les 4 groupes que nous avons interrogés. Une majorité des finissants pensent de leur côté que le cégep est accessible. Cette proportion est plus forte chez les admis et moins forte pour les 3 autres groupes, c'est-à-dire ceux qui poursuivent au DEP, ceux qui ne sont pas encore admis et le 4e groupe des autres. Globalement, les finissants du secondaire de Montréal sont une majorité à s'identifier spontanément au cégep, à les voir comme un milieu social qui permet l'échange d'idées et de rencontres intéressantes et de les voir comme une étape importante de la vie qui va ouvrir de nouvelles perspectives et comme aussi des lieux accessibles. Alors que les finissants sont une minorité à percevoir les cégeps comme l'endroit idéal pour déterminer ce qu'ils vont faire et être dans la vie, et à les percevoir comme des lieux accueillants. Donc, malgré les perceptions que je viens d'énoncer, plusieurs finissants ne sont pas encore tout à fait prêts et prêtes pour affronter les études postsecondaires. Environ un finissant sur 5 n'estime pas que ses études au secondaire l'ont bien préparé aux études collégiales. Pour les finissants qui vont poursuivre en formation professionnelle ou pour ceux du 4e groupe, c'est un finissant sur 2. Également, plus d'un finissant sur 3 estime ne pas avoir développé de bonnes habitudes de travail au secondaire concernant la lecture, la prise de notes ou encore les études. C'est un peu moins chez les finissants qui vont poursuivre en formation professionnelle et plus de la moitié chez ceux qui ne sont pas encore admis aux études collégiales. Bien que certains se sentent moins prêts pour les études postsecondaires, il y a moins de finissants qui semblent être bousculés par les exigences de la vie adulte. En effet, plus de 8 finissants sur 10 se sentent prêts et prêtes à assumer davantage de responsabilités, à gérer davantage leur argent et leur horaire.
C'est également plus de 9 finissants sur 10 qui ne se sentent pas prêts et prêtes à faire, qui se sentent prêts et prêtes, pardon, à faire leur propre choix. En revanche, en ce qui concerne le fait de se faire de nouveaux amis, ce sont les finissants qui vont en formation professionnelle qui se sentent le plus près à 87%. Contre, à l'opposé, les finissants non admis qui, eux, se sentent un peu moins prêts avec 6 finissants sur 10 qui estiment ne pas se sentir encore prêts et prêtes. On note aussi que pour les finissants de tous les sous-groupes confondus, terminer ses études secondaires est reconnu par presque 8 élèves sur 10 comme une transition importante dans leur vie, qui va les amener vers un changement significatif. Mais l'issue est encore incertaine pour la moitié des finissants. En effet, la moitié des finissants du secondaire montréalais craint de ne pas réussir sa transition post-secondaire. Ce sont ceux qui visent la formation professionnelle et les non-admis qui rapportent en plus grand nombre avoir des craintes. C'est 63,3% de ceux qui vont en DEP et 59,3% pour les non-admis. Un autre point évoqué est l'inquiétude financière. C'est un quart des finissants qui a des inquiétudes financières liées au projet d'études et plus d'une personne sur 10 qui entrevoit une situation de précarité pour l'année suivante. Maintenant, on va regarder de plus près les questions ouvertes du questionnaire auxquelles les élèves ont été invités à répondre. Nous leur avons tout d'abord demandé de nommer les principaux défis qu'ils pensent vivre l'année suivante. Ce sont 425 élèves qui ont répondu à cette question et ont nommé en première position des défis d'ordre scolaire. Ce qui est le plus ressorti, ce sont les défis en rapport avec l'organisation du travail et l'autonomie dans les études, ainsi que la réussite et la charge de travail, c'est-à-dire aussi le maintien de la motivation et de la persévérance. On parle aussi de conciliation d'études et de vie personnelle. En deuxième position, les défis concernant le cheminement personnel sont ressortis également. Ce sont le fait d'être indépendant et indépendante et responsable et d'être capable de s'adapter au changement. Ensuite viennent aussi les défis sociaux. Donc, c'est s'adapter à un nouvel environnement et socialiser et s'intégrer. Ce que vous voyez, les numéros sur le côté, ce sont le nombre de répondants qui ont rapporté ce défi. Les derniers défis qui sont relevés sont les défis associés à la santé mentale, c'est-à-dire gérer son stress et l'anxiété, et dans une moindre mesure, les défis associés à un sommeil. La deuxième question que nous avons posée concerne les projets que les élèves souhaitent réaliser après le secondaire. Et ils sont 396 à avoir répondu à cette question. Les projets relatifs aux études sont ceux qui sont le plus souvent rapportés. Autrement, réussir et avoir de bonnes notes. Viennent ensuite le projet de continuer leurs études jusqu'à l'université et étudier dans un domaine précis qui a déjà été choisi. Les projets qui sont relatifs à la vie personnelle et au travail ont aussi été nommés par les finissants. Ils disent souhaiter voyager, apprendre à se connaître et être heureux, faire du sport, passer le permis de conduire ou s'acheter une automobile, avoir une vie sociale épanouie et faire du bénévolat pour certains. Les derniers projets qui ont été nommés sont relatifs à la vie professionnelle. Et pour les finissants, il s'agit d'avoir un travail satisfaisant à long terme, de gagner de l'argent, de devenir artiste et de travailler à temps partiel pour financer les études, ceci plus à court terme. Donc, pour terminer cette partie, je vous propose de revenir sur deux éléments marquants. Tout d'abord, la transition est une étape importante pour les jeunes, mais la moitié vit des craintes quant à sa réussite, ce qui nous amène à nous poser la question de ce que nous pourrions faire pour rassurer ces finissants. Et aussi, si nos discours sur les études collégiales sont-ils assez rassurants ou au contraire sont-ils plutôt inquiétants? Ensuite, au début de ce webinaire, il vous a été demandé, selon vous, qui est l'acteur de l'entourage qui a le plus d'influence sur son choix de parcours postsecondaire. Comme vous l'avez deviné et comme vous l'a présenté Camélia dans la première partie des résultats, ce sont les parents.
Et ça nous amène aussi à nous demander si nous devrions tenter de mieux équiper les parents pour qu'ils exercent cette influence avec de l'information valide et mise à jour régulièrement. Voilà, c'est sur ces pistes de réflexion que se termine cette première partie. Alors, Béatrice, Camélia, merci infiniment pour cette présentation de cette première partie. Donc, maintenant, on va répondre à quelques questions. On a déjà reçu quelques questions dans le module questions-réponses. Alors, Guillaume, est-ce que tu aurais une première question pour nous? Oui, certainement. On voit déjà que la diversité hein, des personnes qui se sont inscrites pour rester à la conférence d'aujourd'hui amène des angles d'intérêt différents aussi par rapport si je peux dire, au phénomène de la transition post-secondaire ou la transition faisant suite au secondaire. Une des premières questions que j'ai reçues, c'est à savoir, est-ce que le niveau de scolarité des parents peut expliquer la motivation que les parents ont d'encourager ou la tendance ou non que les parents ont d'encourager les élèves là, pour une poursuite vers des études postsecondaires, par exemple. Camélia? Ouais. En fait, on l'a pas calculé, là, on n'a pas posé cette question-là là, aux élèves, là, c'était quoi la- le niveau de scolarité de leurs parents. C'était pas ça à la base là non plus, on pouvait pas, on n'est pas allé vers là, mais effectivement là, on le voit là ça dans d'autres études là que le niveau de scolarité des parents là influence là le niveau de scolarité des élèves aussi là, tu sais, puis leur motivation à faire des études, un petit peu plus poussées. Et c'est pas quelque chose là, qu'on a posé aux élèves là, quel était le niveau de scolarité, mais je sais pas si Béatrice avait quelque chose à ajouter là-dessus là. Mm. Béatrice, est-ce que votre micro est ouvert? Oui, Ah, parce qu'on n'a pas entendu. Juste parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Dans les études, Camélia, là, dont vous faites référence, là, est-ce qu'on parle du niveau de scolarité des parents ou de la mère en général? Puisque j'ai souvent, moi, entendu parler du niveau. Oui. Oui, oui, dans les études qu'on entend souvent, là, c'est le niveau de scolarité de la mère là, qui est influencé, puis qui a de l'influence sur l'orientation, le niveau de scolarité là, des élèves aussi. Là. Ah, je vois que Marco ouvre sa Marco, caméra. ouais, Marco, j'ai l'impression là, qu'il y a. Oui, ben en fait, c'est l'occasion de vous rapporter un des résultats de l'enquête préliminaire, l'enquête pilote qu'on a faite dans les focus group, dans les trois écoles seulement, là, mais on voyait très bien de différentes manières dans les discussions, dans les classes, que les parents étaient très présents. On l'a dit tantôt, c'était la même chose dans la pré-enquête. Mais on voyait très bien que même quand on disait pourquoi vous avez choisi ce cégep-là pour faire une demande d'admission, c'était la réponse la plus courante, c'est que mes parents, ils sont allés. Fait que ça c'était très, très marquant. Il y avait beaucoup de gens qui allaient au même cégep que leurs parents. Et donc, ça va avec les études aussi, là, qui ont montré que le niveau de scolarité a une influence sur les aspirations scolaires des jeunes. Mais ça va jusqu'au choix de l'établissement fréquenté. Fait qu'ils sont à l'aise, sont contents de leur cégep fréquenté, ils veulent que les étudiants suivent la trace, qu'elle a Que une leurs aussi belle enfants, en fait, pas expérience les que, étudiants. oui, que leurs enfants suivent la trace, le même parcours qui les a satisfaits. Fait qu'on voit, et pas seulement dans les grandes écoles, là. On voit ça aussi là, dans les cégeps euh, moins prisés, Il y a disons. pas de distinction Non, entre les établissements. Parfait, merci non. Marco. On va y aller avec une autre question. Guillaume, ton micro est fermé. Ouais, excusez-moi. Donc, Pas de problème. la prochaine question serait, est-ce que au travers de cette enquête-là, est-ce qu'on a des informations qui nous permettent de voir qu'est-ce qui amènerait les jeunes à aller chercher rapidement de l'aide disponible lorsque la transition ne se passe pas bien? Oh, c'est
Camélia, est-ce que vous voulez y aller? Non? En fait, on va aborder le sujet dans la Dans la prochaine deuxième section, portion. Donc, on dans le regarde la deuxième bloc. question. Ouais. Guillaume, si on peut se concentrer sur les questions peut-être qui visent à éclairer les résultats présentés. Oui. Ben, ça veut dire que les questions, j'essaie de les croiser un peu, Oui, je sais. là. Euh, en fait, j'ai une question que je trouve intéressante aussi, c'est à savoir est-ce qu'on envisage de comparer les informations qu'on a trouvées à Montréal avec d'autres régions et est-ce que les résultats qu'on a obtenus aussi à travers ces réponses-là peuvent être transposables à d'autres transitions scolaires, par exemple la transition primaire, secondaire ou la transition vers l'université, notamment? Marco, peut-être? Oui. Écoutez, vous avez des bonnes questions. Vous nous amenez à travailler fort. Euh, une enquête similaire là, dans d'autres régions, il n'y en a pas. Honnêtement, moi, je n'ai pas vu d'enquête aussi élaborée. Le questionnaire, il a fallu pas mal le construire nous-mêmes. On est allé s'inspirer de plusieurs questionnaires là, qui avaient une ou l'autre des questions, mais aussi vaste que ça dans une région, moi, j'en connais pas d'autres, honnêtement, pour le comparer. Puis si vous en connaissez, je serais bien heureux de regarder les résultats pour pouvoir vous donner un éclairage, mais transmettez-moi l'info, j'en ai pas vu. Pour les transitions des autres ordres, les T1, les T4, etc., c'est pas si évident. Parce que je vous dirais qu'il y a une particularité à la T3, c'est qu'on change même de ministère, on change d'ordre, hein. On change de ministère. Alors, ça rajoute une complexité, ça rajoute un défi de communication entre les ordres d'enseignement. Et là, autour de la table du projet Trajectoire, on a bien vu qu'il a fallu, je vous dirais, quelques mois, plusieurs mois avant de se comprendre, de s'apprivoiser et de partager des objectifs communs, ce qu'on n'a pas le temps d'une école à l'autre, d'un professionnel à l'autre d'élaborer. Ce projet-là est en marche depuis quoi, 4-5 ans, André, Oui, j'oserais dire? 5 ans, 5 ans. Bon. J'ai eu la chance d'arriver, je pense, après une année, là. J'ai vu quand même tout le travail à faire pour ça. C'est une transition particulière, puis elle a lieu en plus à un moment où les jeunes deviennent adultes, là, tu sais, acquièrent leur majorité, coupent un peu de lien avec la famille, un peu moins à Montréal qu'en région, parce qu'ils restent beaucoup chez leurs parents. Hein, Effectivement. mais quand même, c'est le moment de l'atteinte de l'âge adulte, puis c'est un moment particulier qui est difficilement comparable, je trouve, avec les autres transitions. Mais ça, c'est une appréciation générale. Je n'ai pas de données, effectivement, pour les comparer, là. Oui, puis dans notre contexte montréalais, on était dans un contexte de 80 écoles secondaires, 12 cégeps publics. Donc, c'était une multiplicité d'acteurs là, à considérer aussi là, dans cette trajectoire-là définissante. Guillaume, est-ce que tu as une autre question pour nous? Oui, je suis pas à court de questions. Donc, on a une question par rapport à la diapo numéro 16. Les élèves ont besoin d'aide dans la dimension 2 points, importance accordée au choix de carrière. On nous demande si c'est possible de préciser. Oui, je peux répondre à cette question-là. Allez, allez, allez. Génial. Je peux répondre à cette question-là. C'est moi qui l'a. Dans le fond, l'importance accordée au choix de carrière, là, il y avait besoin de répondre, là, tu sais, c'était tu sais, de tout à fait en accord à tout à fait en désaccord. Puis, il répondait aux questions, là, je n'ai pas besoin de faire mon choix de carrière dès maintenant. Mon choix de carrière futur n'était pas si important que ça pour moi dans le moment et je n'ai pas d'intérêt marqué dans quelques domaines que ce soit. Donc, c'était souvent là, des élèves là, qui étaient, dans le fond, quand on demande s'ils ont besoin d'aide, là, à ce niveau-là, ben, c'est souvent chez les personnes, c'est ça, qui n'ont pas besoin de faire leur choix de carrière dès maintenant, qui n'ont pas besoin de faire un choix de carrière là, important dans le moment, puis ils n'ont pas d'intérêt marqué. Là. Donc, c'était ça là, les questions là, sur lesquelles on a fait l'addition là, pour avoir l'importance accordée au choix de carrière là, dans le moment présent. Merci beaucoup, Camélia. Guillaume, j'imagine qu'on a une autre question. Certainement. Euh,
Est-ce qu'il y a des données, ou notamment à travers cette enquête-là, sur l'influence des parents, mais pour les étudiants de première génération? Peut-être aussi, je ne sais pas si la définition de l'étudiant de première génération est connue de tous, là, fait que je vous laisserai peut-être aussi juste résumer très rapidement qu'est-ce que ça signifie. Je Est-ce que pense vous que voulez mes qu'il collègues, répète la question? je pense que mes collègues me laissent la question. T'invites, Marco. Parfait. Oui. Euh, Écoutez, les étudiants de première génération sont ceux pour qui les parents n'ont, aucun des parents n'a fréquenté les études postsecondaires. Donc, c'est les parents qui n'ont pas connu cette expérience et donc qui peut-être sont moins équipés. Euh, Moi, j'ai réalisé une enquête chez les cégepiens et j'ai participé à un projet dans, avec les universités du Québec là, il y a quelques années. C'est sur notre site web, là, les EPG, on a un rapport fait avec l'Université du Québec. Et effectivement, les parents sont souvent moins équipés pour donner l'information, pour connaître le rythme, pour savoir les dates importantes, pour savoir comment ça coûte, ils sont souvent inquiets face au financement des études postsecondaires. On avait réalisé plusieurs capsules vidéo dans le cadre de ce projet-là. On avait fait du mentorat, etc., pour pallier le fait que les parents sont un petit peu moins équipés, mais ne sont pas moins intéressés, ils sont pas moins préoccupés, ils sont pas moins impliqués. C'est juste qu'il y a des bouts d'informations qui leur manquent, d'où l'importance de bien les informer. Pas seulement sur le choix de carrière, sur les programmes disponibles, mais aussi sur le rythme, sur les procédures de révision, les dates d'abandon. C'est vraiment plein de moments charnières. Puis un jeune, là, je sais très bien qu'au secondaire, on dit toute cette information-là. Les CO font les tournées de classe. Mais vous savez comment c'est un ado, là, quand c'est pas confronté au choix immédiat, ça écoute pas toujours de la même oreille que quand ils ont un choix demain matin à faire, là. Fait que quand arrive le choix, le moment précis, ben, ils s'en souviennent tout simplement plus. Fait que là, le parent, quand il n'est pas là pour dire Hey, c'est le moment de faire ta demande de prêt-bourse, as-tu envoyé ta déclaration de situation réelle, etc. Ben, ça peut tomber dans l'oubli, là. Fait qu'il y a vraiment une différence, puis il faut vraiment travailler à les équiper, ces parents-là. C'était vraiment le constat qu'on faisait il y a déjà, je pense, c'était 7 ou 8 ans là, qu'on a réalisé ce projet-là. Mais sur le site du CAPRES à l'époque, là, l'ORES maintenant, il y avait tout un dossier, il y avait tous nos documents étaient rassemblés là, ainsi que d'autres travaux consacrés à cette clientèle-là particulière. Mais cette proportion-là est appelée à diminuer. Faut aussi dire ça parce que plus la population du Québec est scolarisée, plus la proportion de PG diminue au Québec. Fait que c'était de l'ordre de à peu près 20. C'est moins grand à Montréal. Les EPG, je ne connais pas le chiffre exactement. Marco, EPG, est-ce que tu peux le dire au long, s'il te Oui, plaît? étudiants de première génération. Juste pour être sûr. Ouais. Fait que cette proportion-là, on sait qu'elle est moindre à Montréal. Je n'ai pas vu les données récentes. Je ne sais pas Hum, si André, tu les as. Non, Moi, malheureusement. moi, moi, je ne les ai pas, mais c'était autour de 20 pour le Québec et je pense que c'était 13 ou 14 il y a 7-8 ans. Puis à chaque année, on voit une diminution d'1 ou 2 parce que la population est de plus en plus scolarisée au Québec. Donc, c'est des proportions qui diminuent. C'est une bonne nouvelle, mais ça fait pas, ça change rien au fait que les étudiants qui sont dans cette situation-là ont besoin des parents mieux équipés pour les informer. On a vu l'importance des parents, d'où la question qu'on posait tout à l'heure pas juste sur le choix de carrière, il faut penser à ça. Et puis, dernière chose, à l'université, quand on a fait le projet il y a 7-8 ans, je vous dirais qu'à l'UQ, dans les universités à Chartres, l'Université de Montréal, McGill et Laval, c'était un peu moins la proportion, mais dans le réseau de l'UQ, c'était 66 des étudiants qui étaient des étudiants de première génération universitaires, c'est-à-dire dont aucun des parents n'avait fréquenté l'université. Donc, c'est encore plus important dans le monde universitaire que dans le monde collégial qu'on travaille là-dessus. Puis, toutes les initiatives américaines qui s'appellent Generation, là, si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver plein d'actions, sont vraiment importantes, bien documentées, puis ils montrent que quand on le fait comme il faut s'occuper de ce groupe-là, ils réussissent aussi bien que les autres parce qu'ils sont excessivement motivés. Merci beaucoup, Marco. Je pense qu'on a le temps peut-être pour
une ou deux dernières questions, Guillaume. Oui, donc les parents sont la plus grande influence sur le choix d'études, mais d'où vient la perception des élèves par rapport au cégep? Notamment savoir que leur réussite au collégial sera difficile, par exemple. Fait qu'on nous demande est-ce que c'est les parents eux-mêmes, des enseignants, des professionnels, est-ce que c'est dans la culture pop, Mm. dans les médias? Donc, on nous demande est-ce qu'on a identifié cela dans notre enquête ou parmi d'autres travaux? Non, on n'a pas identifié ça dans notre enquête, mais on l'observe beaucoup, beaucoup. Puis c'est quelque chose c'est un message qu'on porte beaucoup à l'école depuis un bout de temps, plusieurs années. C'est les messages des enseignants en particulier au secondaire qui disent préparez-vous, là, ça va être un autre niveau au cégep. On appelle ça le wake-up call, là, tu sais. Prenez-vous en main, les étudiants, vous allez devoir être autonomes. Puis c'est merveilleux comme wake-up call, mais ça envoie un message sous-jacent, dire, qui peut inquiéter les étudiants. La proportion qui était inquiète puis qui était incertain face à la réussite de leur projet futur, qu'on a vu tantôt dans une donnée, là, qui était presque la moitié, je crois, là, de Exact. mémoire, ça peut venir pas mal de ce genre de message-là. C'est un autre niveau, c'est vrai. Et quand ils arrivent au cégep dans les études, ils le montrent qu'ils ont une difficulté d'adaptation au rythme puis à la quantité de travail à faire. Ça, c'est vrai, les études le montrent. Mais la manière d'envoyer le message peut être un peu décourageante. Et il faudrait, je pense, qu'on s'habitue tous à passer le message de dire c'est le temps de se prendre en main, c'est le temps de développer son autonomie avec un autre message que la crainte du cégep, tu sais. Parce que effectivement, ça entre et puis ça peut limiter certaines personnes dans leur choix, puis ça peut les inquiéter beaucoup. Marco, est-ce Puis, que cette proportion-là de 50%, c'est quelque chose que vous avez mesuré ailleurs? Est-ce qu'on est dans les eaux? Est-ce qu'on sait que c'est un phénomène qui est en croissance? C'est stable? C'est toujours... C'est majeur quand même, là, 1 sur 2? Ou c'était Ouais. comme la première fois qu'on mesurait? Moi, je ne connais pas d'études avec les mêmes questions, là. OK, Honnêtement, je parfait. ne peux pas parler de ça. Super. Merci, Marco. Une dernière puis question, je Guillaume. voulais Ah juste oui, Camilia, ajouter, là, excuse-moi. oui, je voulais Oui, juste ajouter avec Marco, tu sais, c'est ça, c'est d'informer. J'ai l'impression que les élèves aussi tu sais, pensent qu'il n'y aura plus les mêmes services tu sais, au cégep qu'au secondaire. Tu sais, des fois, c'est juste d'informer, de dire qu'il va y avoir des services d'aide au cégep. Vous allez pouvoir être encadré aussi. Fait que j'ai l'impression que des fois, les élèves au secondaire pensent qu'il n'y a plus rien. Il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils gèrent tout, qu'ils s'organisent au complet tout seuls, puis qu'il n'y a plus rien au cégep. Fait que, des fois, c'est juste de transmettre cette information-là qu'au cégep, il y a aussi des services, il y a aussi des conseillers qui sont là qui vont pouvoir les aider quand ils vont avoir de la difficulté là, dans certains. Fait que des fois, C'est très clair dans l'étude pilote, dans les entretiens, le focus group qu'on a réalisé, ça. Les étudiants disaient, les profs nous disent qu'on va être laissés à nous-mêmes pour leur dire, développer votre autonomie, c'est important. Mais c'est faux qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a plein de professionnels. il y a Mais plein de les étudiants services. étaient très inquiets de ça. Et pour Merci. rajouter Oui, Béatrice. également aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au secondaire, l'aide est plus proposée aux élèves, alors qu'au cégep, il faut aller chercher l'aide, il faut déclarer quand on a un diagnostic. Ce Oui. n'est pas le cas du secondaire. Ça fait que cette réalité peut amener aussi la perception que c'est plus difficile. Merci beaucoup, Béatrice. Une dernière question, puis on entame le deuxième bloc avec Marco ensuite. Oui, certainement. Avant de poser la dernière question, je ramène un commentaire. On nous dit, euh, il est difficile pour les conseillers et les conseillères d'orientation d'avoir une plus grosse influence sur les élèves parce que nous sommes 1 pour 1800 élèves. Donc, je rapporte le ratio, je ne le connais pas moi-même, mais je rapporte le commentaire de la personne. La dernière question, là, je vais m'assurer qu'on soit sur notre enquête précisément. La personne demande est-ce que les chercheurs peuvent nous nommer un ou deux faits saillants qui les ont surpris dans leur enquête là, ou au coup de cœur? Alors, vos coups de On cœur. dirait que j'attendrai à la fin pour Non, répondre à on ça. la Parce garde. que Alors, OK, on a le droit à une là, autre. à la fin, fait qu'on dirait que je veux On la, pas. on la met sur parfait. le réchaud, on la garde. Très bien. Euh, j'ai une autre question ici, mais bon, je vous avoue, en
candidement là, que j'avais peut-être un peu déjà répondu dans une question préalable, mais peut-être sans complément aussi. On nous demande, est-ce que les résultats seraient semblables selon nous en milieu rural? Donc, ce que je comprends, c'est qu'un peu plus tôt, on avait une question à savoir si on avait des résultats qui portaient sur d'autres régions du Québec, par exemple. Là, c'est un peu de voir, est-ce qu'il y a des spécificités à Montréal. Montréal, puis ouais, c'est un peu comme ça que je pose la question. Il y en a une qui se démarque, une spécificité là, pour travailler avec plusieurs régions, là, c'est la proportion qui vont devoir déménager pour aller aux études collégiales. Dans d'autres régions, là, il y a souvent des déplacements nécessaires, alors qu'à Montréal, vous allez voir tantôt, il y a seulement que 16 étudiants sur les 481 qui ont choisi de faire une demande d'admission à l'extérieur de Montréal. Ça fait que c'est vraiment peu, là. Les gens, parfois, ils vont vivre en appartement quand même, mais la proportion qui vit chez leurs parents est vraiment plus grande qu'ailleurs. Et il y a beaucoup de programmes en région qui ne sont pas offerts, qui peuvent être offerts dans le cégep, pas nécessairement le plus près à Montréal, mais à quelques kilomètres ou à deux, trois stations de métro de plus loin. Qui empêche pas qui amène pas le jeune à devoir déménager. Fait que la transition se fait euh, pas strictement scolaire, mais quand même un peu plus que dans les régions. Dans les régions, parce qu'on coupe, il y a quand même une transition sociale parce qu'on coupe le groupe d'amis puis qu'on doit s'en faire de nouveau. On a vu que ça inquiétait un certain nombre tantôt, là. Mais quand même en région, c'est une coupure plus marquée. On doit se trouver un nouvel emploi, etc., quand on doit déménager et on doit vivre seul. Et ça, ou avec des colocataires, etc. C'est vraiment un choc pour plusieurs. Et puis les frais financiers sont différents aussi. Les frais là, liés au logement, vous le savez, en région maintenant, c'est plus donné non plus, là. Je sais qu'à Montréal, c'est encore plus cher, mais en région, c'est plus donné. Donc, ça vient amener des situations un peu différentes pour un plus grand nombre, là. Les transitions sont multiples à plusieurs niveaux, je dirais, en région. Mais il y a encore autour de la moitié en région qui restent chez leurs parents, là, comparé aux trois quarts à Montréal, là, mettons, là. C'est vraiment encore le mode le plus fréquent, Oui. mais pour l'autre moitié, ben, c'est des transitions plus complexes. Donc, si je comprends bien de ta réponse, Marco, il y aurait tout intérêt peut-être à reprendre cette enquête-là dans un contexte différent parce qu'on pourrait avoir d'autres éclairages là, importants pour la trajectoire, là, puis que la perception des jeunes par rapport à leur transition. Merci, ça mettrait fin à cette première période de questions. Béatrice, Camélia, merci infiniment. On va donc poursuivre avec Marco là, qui va tenter là, de répondre à existe-t-il des différences selon la situation des répondants? Donc, on va regarder ces résultats-là, mais d'un autre angle. Alors, à Ouais. toi, Marco. Vous avez vu les accolades, là, les questions courantes qui étaient posées à tout le monde, là, puis on les a éclatées quand c'était pertinent de le faire, là, quand c'était statistiquement significatif et qu'il y avait des différences pertinente là, à démontrer. On l'a fait dans les accolades. Mais il y avait, à côté de ça, en plus de ça, des questions réservées à ceux, comme je l'expliquais au départ, à des sous-groupes particuliers. Donc, on va mettre un peu l'accent là-dessus aujourd'hui. Là, il faut que je partage mon écran, hein. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ça. Ce temps-là, il faut que je fasse ça comme ça, comme ça. Mon Dieu, je l'ai fait tantôt, puis je l'ai oublié. Partager. Prends ton temps. Pourquoi je ne vois pas ce que je veux? Bon, c'est parce que je ne suis pas à jour. Là, c'est parce que je comprends. Excusez, je vais vous donner le tournis. On y Ah, est, on y est. voilà, c'est parce qu'on était retourné à la diapo 16. J'avais envisagé de vous la présenter quand il y a eu une question spécifique sur celle-ci. Voilà. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est par sous-groupe dont on vous a déjà parlé pas mal, mais les questions spécifiquement adressées à chacun des sous-groupes.
Ceux qui étaient admis, déjà au moment de répondre au questionnaire, ils sont 344 qui ont pu être exposés à des questions particulières. Euh, 93 de ces finissants-là sont admis dans un cégep public et 5 dans un collège privé. Seulement 16 personnes, je vous le disais tout à l'heure, ont été admis dans un cégep public à l'extérieur de Montréal. Puis 6,2 poursuivent leurs études à l'extérieur du Québec l'an prochain, et ce pour différentes raisons. On avait une question sur la raison. À cause des problèmes de citoyenneté, hein, si ça peut amener des frais particuliers d'aller dans un cégep public. Alors, il y a des gens qui disent, ben, t'as qu'à payer ces frais-là et à un coût élevé, je vais aller ailleurs étudier, soit à l'université dans une autre province, dans un autre pays, ou il y avait des raisons liées à la langue aussi. Dans un cégep en français, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, il disait, je vais aller étudier ailleurs. Pourquoi choisir ce cégep? On leur posait la question. Ben, d'abord, c'est parce que le programme qui m'intéresse s'y offre. C'est la première raison. Ils pouvaient répondre, cocher plusieurs cases dans les raisons mentionnées, là, mais c'est vraiment celle qui regroupe le 2 tiers des étudiants. Le cégep est le plus près de chez moi, c'est 31 Donc, tantôt, je disais, c'est pas le cas de tout le monde qui étudie au plus près, là, puis, mais c'est à quelques stations de métro pour la plupart. Mais parfois, à Montréal, on sait bien que ça peut être aussi en auto et que puisse être long. Là. Ça peut pas éviter le temps de déplacement parce qu'on avait une question là-dessus, là, puis c'était quand même pas mal long. Je me rappelle pas par cœur, là, mais c'était quand même assez long pour la plupart. La moyenne, c'était autour il me semble, 1 heure et demie ou ouais, au moins 1 heure et demie par jour de déplacement. Euh, pour un programme sportif ou artistique, donc, c'est vraiment 25 c'est quand même important. La réputation, c'est 30 pour la réputation du cégep. Peut-être que là, ça fait des liens avec ce que je vous disais tantôt sur ce qu'ils entendent de la part des parents, là, que les gens qui ont aimé un tel cégep, etc. Parce que vivre dans cette région m'intéresse, c'est un élément. Mes amis, ben, c'est moins important, c'est quand même 10 10,8, mais c'est quand même pas, comme on peut se l'imaginer chez les ados là, grégaires qui partent en groupe, là. C'est un élément, mais pas l'élément principal. Puis, c'est le seul cégep où j'ai été accepté, ben, c'est aussi du même ordre, 10. Fait que voilà, alors les résultats principaux de cette étude-là, mais tu sais, 16 répondants sur 320 qui ont été admis dans un cégep public sont admis à l'extérieur de Montréal seulement. Alors, ça rappelle ce que je disais tout à l'heure. Les étudiants déjà admis, eux autres, ils anticipent assez facilement leur intégration au cégep. 75 disent qu'ils se sentent bien préparés pour les études collégiales, mais il faut quand même noter que c'est 59 quand on additionne très bonne préparation et bonne, là, c'est 59 qui disent bonne, puis 16,7 qui disent très bonne. Alors, il y a quand même un petit bémol là, sur ce 75 %-là. Là. Ce n'est pas situation parfaite, tout comme les 73 qui pensent que leur intégration au milieu collégial se passera très facilement. Ben, très facilement, c'est 19 puis facilement, c'est 54. Donc, il y a des bémols, mais grosso modo, les deux réponses positives qui étaient à leur disposition rassemblent quand même les 3 quarts des étudiants. Donc, ils n'anticipent pas un problème majeur là, pour les 3 quarts. La majorité des finissants déjà admis sont certains d'être dans leur programme définitif, c'est-à-dire 82 Ça, c'est une très large majorité. On sait très bien que pratiquement 40 des étudiants vont changer de programme au cégep, mais quand ils font leur demande d'admission, ils sont vraiment confiants. Leurs sources d'information sont vraiment multiples. Ils consultent beaucoup de sources différentes, mais la source la plus importante, c'est le site Internet d'un cégep. Alors, parfois, on se dit, les jeunes, ils sont que sur les réseaux sociaux, puis les sites Internet, ça ne sert plus à rien. Ben, il y a une exception, en tout cas, en ce qui concerne les cégeps. Ma famille, encore une fois, qui arrive au deuxième rang, avec 34 des étudiants qui ont consulté les parents pour faire le choix du programme d'études. Euh, Conseillère d'orientation, 31 quand même. Hein. Vous voyez, tantôt, on disait c'est moins important que les parents, puis il y avait des commentaires là, qui ont été lus. Effectivement,
mais c'est quand même une source importante d'information. Mes amis, 30%, c'est du même ordre. Le répertoire, des fameux répertoires, ben, c'est quand même le quart. Les journées portes ouvertes, on va pas ça pour rien, c'est presque 20%. Les enseignants ont un rôle à jouer aussi, les brochures, les étudiants d'un jour, puis les représentants du cégep qui visitent les écoles secondaires. Ça, vous allez voir tantôt dans les propositions, ben, ça revient un petit peu là, qu'on a besoin d'un peu plus que ça, c'est une proposition. Parmi les 344 étudiants qui étaient déjà admis, 63 personnes ont dit que oui, ils peuvent suggérer que les choses peuvent être faites différemment. Oui, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être fait différemment, ce que l'orientation puis l'information transmise pour la transition. Alors, c'est 64 sur 344 qui ont, puis parmi ces 63 personnes-là, 48 ont soumis une suggestion qu'on a rassemblée en trois groupes, là. Premièrement, que le premier ensemble de suggestions qui est le plus fréquent, c'est donner des explications précises et faire découvrir les programmes des cégeps. C'est vraiment de l'information sur les programmes qui est souhaité au premier chef. Deuxième, c'est offrir des services d'orientation aux élèves avec des explications précises, mais c'est un besoin d'accompagnement plus individuel qui est noté dans ce groupe-là. Alors, tantôt, quand on disait les CO, quel rôle on leur réserve, on est limité, mais sachez qu'il n'y a pas un déni, là. On ne veut pas éviter les cégeps. On en demande, les CO, on en demande encore plus, puis on demande particulièrement des services personnalisés, ce qui pose un problème, je sais bien, puisque vous n'êtes pas suffisamment nombreux, les CO, dans le réseau, mais quand même, vous êtes en demande. Favoriser la transition vers le cégep avec des mesures appropriées, c'est-à-dire que, bon, mon téléphone, euh, favoriser des transitions vers le cégep avec des mesures appropriées, là, il y en avait vraiment plusieurs. C'était tous des cas particuliers. On en a mis une ici qui aurait voulu des visites des gens du cégep, des différents programmes aux écoles secondaires davantage. Euh, Ça, dans l'enquête préliminaire, là, dans le pilote avant, dans les focus groups, c'était ressorti beaucoup en période de pandémie en particulier où ça avait été rendu impossible parce qu'il y avait le téléenseignement. Ça, c'était vraiment déploré et souhaité, mais c'est revenu l'an dernier aussi. Maintenant, passons aux groupes qui souhaitent faire des études collégiales, mais qui n'étaient toujours pas admis. Donc, soit qu'ils n'ont pas eu de réponse, soit qu'ils ont déjà reçu un premier refus. Euh, Plusieurs tentent d'être admis en tremplin deck dans ce groupe-là. Donc, le N, c'est 60 là, qui est écrit ici. Sur 60, il y en a 20 qui souhaitent être admis au tremplin deck. C'est d'abord là, particulièrement parce qu'il leur manque des unités de secondaire ou des préalables. Plusieurs ont obtenu un refus. Donc, 47 sur 60 ont eu une demande d'admission refusée. Puis la grande majorité, donc 44 sur les 47, comprend les raisons pour lesquelles ils ont été refusés. C'est déjà très bien. On n'est pas dans le néant. Les jeunes comprennent bien ce qui se passe, pour la plupart. C'est très rare qu'ils ne comprennent pas. Parmi ces 47 refusés-là, 34 ont demandé ou ont déjà obtenu une rencontre avec conseiller d'orientation. Donc, ils savent vers qui se tourner, ils savent qu'il y a des ressources disponibles pour autour des deux tiers, là, et ils ont déjà entamé des démarches qu'il faut pour rencontrer les CO de leur école secondaire. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ils ont un bon réflexe. 37 sur 47 ont déjà déposé une autre demande d'admission au deuxième tour. 4 le feront bientôt et 3 autres poussent le projet d'une session. Alors, ils savent déjà que on va devoir, leur projet va être remis à plus tard. Parmi ceux qui souhaitent être admis, mais qui ne le sont pas encore, les 60, il y en a 15, il y en a 18 qui disent que les choses auraient pu être différentes, puis ils ont soumis des suggestions. 15 sur les 18 ont soumis des suggestions. Encore là, on les a regroupés en trois groupes, les suggestions, pour vous aider à mieux soutenir ces étudiants-là. Recevoir un accompagnement plus personnalisé et de la part des CO et de la part de la direction, du SRAM, ça vient de toutes les sortes, là, mais un soutien plus personnalisé. Détailler les prérequis et les programmes du cégep.
Ça, là, c'est savoir les prérequis pour tous les programmes. Imaginez ce genre de commentaire-là. Je sais bien que même si vous donnez l'information, ils ne retiendront pas tout, premièrement. Puis même si vous donnez les recueils, c'est quand même, ils sont disponibles. Puis on l'a vu tantôt, il n'y en a que le corps qui vont les consulter. Alors, c'est un beau souhait, mais c'est un beau souhait une fois qu'on a été refusé, que tout à coup, là, ça devient plus présent. Mais je sais bien que l'information a été proposée, mais c'est un souhait qui a été manifesté. Informer sur les prérequis des cours au secondaire. Alors, écoutez, il y a même des gens qui ont dit, en secondaire 3, on aurait dû me dire quel cours j'avais besoin pour obtenir mon DES. Alors, je sais bien que dans toutes les écoles, il y a sûrement cette information-là qui est transférée, je ne crois pas, mais ça dénote qu'un certain nombre d'étudiants ne l'ont pas vu passer, ne s'en souviennent pas quand c'est le moment. Alors, voici le détail des suggestions, là, c'est tout le défi de l'information, comme on dit en anglais, just in time. Situation de ceux et celles qui souhaitent faire un DEP. Alors, il y en a 26 qui se destinent à s'inscrire dans un programme d'études professionnelles. Rares sont ceux et celles qui étudieront dans un centre de formation professionnelle hors de Montréal. Donc, c'est 23 sur les 26 qui souhaitent poursuivre leur formation dans un centre qui est situé sur l'île. Plusieurs envisagent de continuer leurs études après avoir obtenu un DEP. D'abord, 3 pensent qu'après un DEP, ils iront au collégial. 8 disent on souhaite faire un deuxième DEP. Et 3 sur les 26 envisagent des études à l'étranger. Donc, pour eux, c'est pas nécessairement, pour une bonne partie d'eux, c'est pas une formation terminale, un DEP. C'est ça que ça veut dire. Ça ouvre vers d'autres choses et ils ont un besoin de continuer. C'est pas nécessairement la voie rapide qu'on peut imaginer. L'image négative, là, tu sais, on cherche la sortie rapide vers le marché du travail, mais non, il y en a plusieurs qui envisagent même continuer. Presque la moitié estiment que le personnel de leur école aurait pu agir autrement pour les orienter, donc 11 sur 26. Mais honnêtement, il n'y a rien qui mérite qu'on soit rapporté. C'est des anecdotes personnelles. Moi, on m'a dit ça, c'était une erreur. Moi, je n'ai pas compris ci. Il n'y avait rien là, qui mérite qu'on en fasse mention ici dans ce qui avait été dit. Euh, la situation de ceux et celles qui continueront leurs études secondaires l'année suivante, ben, là, c'est le premier groupe des hautes. Dans les hautes, là, je vous rappelle, il y avait ceux qui devront continuer CFGA, ceux qui ne savent pas ce qu'ils feront, ceux qui sont certains qu'ils ne continueront pas. Fait que là, il y a 3 sous-groupes qu'on a quand même éclatés ici. Donc, ils faisaient partie des hautes dans les accolades. C'est ça que je veux vous préciser, là. Il y en a 21 qui devront continuer aux études secondaires. Puis il y a diverses raisons qui expliquent ça. 4 sur 21 n'étaient pas inscrites ou inscrits à tous les cours nécessaires à l'obtention du DES, donc soit que à cause d'un retard, d'une maladie, d'un redoublement, il leur manque un cours nécessaire. Euh, mais je dis à cause de la maladie, c'est au contraire, il n'y avait pas de raison de maladie. Excusez, on leur a posé la question. C'est un fait notable. 5 sur 21 s'attendent à échouer un cours nécessaire à l'obtention du DES, donc là, ils ne sont pas en voie de réussite. 7 sur 21 désirent compléter certains préalables pour leur programme collégial. Donc, oui, bien qu'ils ont eu le DES, il leur manque quand même des prérequis, des préalables pour un programme en particulier, puis qui les amènera au CFGA. Et 3 sur 21 évoquent un statut migratoire qui devrait être réglé avant d'aller au cégep. Puis là, on a mis signe de dollar parce qu'il y a des frais particuliers et ils souhaitent attendre d'avoir la régulation de leur statut pour continuer, pour persévérer. Plusieurs envisagent continuer leurs études après avoir obtenu un DES. Ben ça, c'est 15 sur 21. Parmi ce groupe-là, qui pensent devoir continuer au secondaire. 15 sur 21 veulent vraiment continuer au collégial. 1 sur 21 a l'intention de faire un DEP parmi ce groupe-là. Puis une minorité estime que le personnel de leur école aurait pu agir autrement pour les orienter. Donc, c'est vraiment une minorité de seulement 3 personnes. Puis les 3 suggestions sont autour de la motivation. Donc, il y aurait eu besoin d'un soutien à leur motivation, mais ils reconnaissent par ailleurs que c'est leur motivation qui est un problème. Ce n'est pas nécessairement un problème de scolaire ou d'orientation.
Le deuxième groupe des autres, là, c'est ceux et celles qui ne savent pas quelle sera leur occupation l'année suivante, ne savent pas encore. Plusieurs raisons expliquent ça, et cette fois-ci encore. 5 sur 17 ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Donc, ils préfèrent attendre, là, ils cherchent encore. Fait qu'ils ils n'ont pas fait de demande d'admission encore. Ils sont en attente soit d'une illumination, soit que découvrent autrement une voie. 2 sur 17 s'attendent à échouer à un cours où cela explique leur incertitude. Fait que, c'est vraiment lié aux échecs comme tout à l'heure. L'autre groupe, ils disent on s'attend tellement à échouer que je ne pourrai pas continuer. Une personne évoque son statut migratoire, encore ici, une autre une année sabbatique, une autre sa sélection au sein d'une équipe de hockey. La personne expliquait que elle elle est éligible à 2 équipes qui pourraient le repêcher, puis si elle était repêchée en Ontario, ben forcément, ça l'amènerait en Ontario. Donc, elle ne sait pas encore ce qu'elle fera l'an prochain. C'est lié à ça. Mais elle va continuer les études en même temps que le sport. Une minorité estime que le personnel de leur école aurait pu faire les choses autrement, seulement 2 personnes, puis il y a une suggestion à l'effet qu'on aurait dû les forcer à s'asseoir pour y réfléchir. Donc, c'est vraiment une personne qui n'avait pas consacré d'énergie. Encore là, ça l'incrimine, mais elle dit, on aurait dû me forcer. Enfin, la situation de ceux et celles qui n'étudieront pas l'année suivante de manière certaine, il y a plusieurs raisons. C'est le cas de seulement 9 personnes dans l'échantillon. Près de la moitié, 4, prendront une année sabbatique. Quand même, c'est une réalité qui existe. Puis une personne évoque encore là son statut migratoire. Puis une autre dit qu'elle aura un enfant, donc elle préfère ne pas fréquenter un établissement d'enseignement en même temps. Seulement qu'une personne estime que le personnel de l'école aurait pu agir autrement pour l'aider à l'orienter, mais n'a pas formulé de suggestion particulière. Donc, honnêtement, quand on regarde tout ça, moi, je trouve que c'est un peu de l'ordre du coup de cœur, là. Je trouve que les gens qui, dans le groupe des autres en particulier, puis ceux qui n'ont pas été admis encore au cégep, ben, je trouve que ça mérite des félicitations à tout le personnel d'encadrement. Ils sont peu nombreux à vous lancer des tomates, là. Honnêtement, ils sont peu nombreux. Il n'y avait pas de commentaires beaucoup négatifs. Au contraire, on en redemande. On redemande un suivi plus individuel, plus particulier. Les gens savent quoi faire en cas de refus. Ils vont vers le CO. Ils savent, sont plusieurs à avoir déposé une demande numéro 2. Donc, l'information du SRAM pour le deuxième tour semble adéquate. Les CO, les enseignants, les parents. Honnêtement, il n'y a pas. L'opération qu'on a menée n'a pas permis de mettre le doigt sur un problème en particulier. C'était le but, c'était de savoir si on avait besoin de développer une mesure de soutien supplémentaire, plus d'informations pour cette clientèle-là. Honnêtement, on n'a pas mis le doigt sur aucun problème en particulier. Donc, ça mérite, à mon sens, des félicitations au personnel et à l'information qui est transmise de la part du SRAM, des CO, des écoles, etc. Ça vaut la peine. Euh, il en redemande. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui ressort. Mais enfin, c'est un suivi plus individualisé qui redemande. Puis là, je connais tout le défi que ça veut dire, puis vous l'avez déjà mentionné dans le commentaire. C'est vraiment pas facile à faire dans les grandes écoles, mais ça montre que vos services sont appréciés, même si vous n'êtes pas les premiers vers qui ils se tournent pour faire le choix de carrière. Tu sais, le parent est encore plus important, mais ça montre qu'une fois qu'on a des questionnements précis, qu'on a des écueils dans notre parcours, vous devenez la ressource importante à qui ils pensent et de qui ils souhaitent avoir des services. Voilà. Merci, Marco. Nous allons prendre quelques questions rapidement sur cette deuxième partie, sur les différences selon la situation des répondants. Nous avons 10 minutes. Guillaume, qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, une première question fait référence là, à un élément qu'on a abordé un petit peu plus tôt aussi là, par rapport aux conseillers d'orientation. On nous demande, on dit, le fait que les jeunes se tournent vers des conseillers d'orientation à des moments précis, je pense notamment, par exemple,
après un cas de premier refus et considérant le manque de ressources pour y répondre là, à la population étudiante, est-ce que vous croyez que des mesures devraient être mises en place en conséquence? Par exemple, on nous dit des CO supplémentaires ponctuels dans l'année. Est-ce qu'il peut y avoir des collaborations avec des partenaires de la société civile comme je sais pas, des Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, des trucs comme ça? Qui voudrait se lancer? C'est bien certain qu'il y a il y a des possibilités de ce côté-là. Je sais qu'il y a il y a des écoles qui le font déjà appel à même à des privés. Je connais des écoles ici, pas à Montréal, là. Je ne vis pas à Montréal, mais je sais qu'il y a des écoles qui font appel à des CO privés, qui vont aussi faire appel à des cégeps, qui disent particulièrement dans ce moment-là, peux-tu nous aider? Mais moi, je pense que j'ai toujours pensé ça, et je continue à le penser, c'est qu'au moment d'un refus, je pense que il faudrait vraiment que l'information qui vient du SRAM euh, comporte beaucoup de ressources, tu sais, beaucoup d'informations, de sources d'informations, c'est ça que je veux dire, pour que les gens puissent par eux-mêmes le faire ou que les parents puissent le faire. Encore là, je reviens aux parents. Est-ce qu'on est capable d'outiller parents avec de la bonne information en amont, avant ces moments charnières-là, pour qu'on leur pousse l'information au bon moment en cas d'un refus, que les gens soient équipés? Parce que ça va vite, hein, les demandes au deuxième tour. Et puis, sont moins nombreux qu'au premier tour, mais ça engorge le travail des CO, effectivement. Puis vous êtes pas assez nombreux pour répondre. Alors, il faudrait, je pense, en amont, outiller d'autres personnes ou en tout cas, aller vous adjoindre. C'est une très bonne suggestion. Allez vous adjoindre les services des CLD, des cégeps même, peut-être que ça pourrait être possible qu'il y ait une collaboration d'établis. Merci, Marco. Guillaume, j'imagine que tu as l'embarras du choix pour les prochaines questions. Oui, tout à fait. Euh, Savons-nous si la moyenne générale au secondaire est corrélée là, avec la motivation, la perception, la poursuite des études, là, soit vers le collégial ou vers d'autres trajectoires de formation? Dans cette étude-là, on n'a pas mesuré ça. On n'a pas fait de croisement avec les dossiers scolaires, mais dans les enquêtes qu'on analyse, qu'on a analysées ces dernières années du SPEC au collégial, moi avec mon collègue Michael Godreau, puis avec les gens du CRISPF et de l'IRIPI qui sont à Montréal, on a travaillé beaucoup ces questions-là, puis effectivement, euh, la note au secondaire est liée à la motivation, puis est liée à la réussite en première session. Donc, à la capacité de dépasser le choc de l'arrivée, là, tu sais, s'adapter à l'horaire, s'adapter à la méthode d'enseignement, s'adapter à la charge de travail exigée surtout. C'est lié à ça. Et tu sais, souvent, on voit que les étudiants avec une moyenne au secondaire en haut de 70, on les cible moins. C'est les étudiants avec une moyenne au secondaire en bas de 70 qu'on cible dans nos actions, dans le réseau collégial. Et les résultats qu'on a avec le SPECS, je voudrais vous dire qu'il faudrait ajouter les 70 à 75. Ceux qui ont des moyennes au secondaire entre 70 et 75 ne performent pas davantage mieux dans l'intégration et dans l'acclimatation au réseau collégial que ceux qui ont en bas de 70. Ça, c'est vraiment un niveau d'accompagnement là, en première session, en pédagogie de première session qu'il faudrait améliorer. C'est les données du SPEC, mais ça, c'est déjà des gens admis au collégial. Fait que là, dans ça, il n'y a pas tous ceux qui s'en vont vers le DEP, tous ceux qui ont de la difficulté à être admis, là, mais c'est vraiment bien documenté par le SPEC. Merci, Marco. Guillaume? Oui. On nous demande, afin de bien aider les élèves, pensez-vous que les services régionaux d'admission, comme le SRAM par exemple, devraient remettre aux écoles la liste des élèves là, refusés aux écoles, au conseil d'orientation, par exemple, des écoles? Qui veut se lancer? Euh, Guillaume? Certainement Marco? pas moi. Je ne sais pas.
honnêtement, là, c'est pas mon premier domaine de recherche, là, l'orientation. Puis je sais que, il y a beaucoup de questions liées à la confidentialité là-dedans, là. Donc, je n'oserais pas répondre à cette question-là, désolé. Alors, je comprends que Patrick, c'est ni Camilia et Béatrice pourront répondre. Alors, Guillaume, alors, une question là, auquel Marco pourrait répondre peut-être, ou Béatrice ou Camilia. On a une réponse dans les commentaires, là. On a une réponse dans les commentaires. Ouais, Donc, exact. le SRAM fournit déjà ces données avec l'autorisation des élèves. Alors, c'est intéressant. Merci aux participants. Merci Eliane Géroard d'avoir fourni la réponse. Très apprécié. Guillaume, une autre question? Est-ce que vous avez des commentaires sur la question, sur la réponse donnée? Ça va? Très bien. Alors, Guillaume? Oui. On nous demande donc, on entend souvent des références à des élèves, par exemple, issus de l'immigration, à savoir s'ils peuvent être euh, plus portés ou pas vers des études post-secondaires, mais est-ce que l'enquête menée euh, a permis de faire des liens entre différents groupes populationnels, notamment issus de l'immigration, et la poursuite vers certains types de trajectoires. Non, on n'a pas posé ces questions-là. C'était pas un des objectifs de la recherche. Effectivement, il y a beaucoup de données qui disponibles dans d'autres recherches à cet égard, mais dans cette enquête-là, on n'a pas du tout posé ces questions-là. Et puis de toute façon, même si on les avait posées avec 481 répondants, on n'oserait pas éclater en sous-groupe, tu sais. Fait que, parce que ça prend une puissance statistique pour oser se prononcer sur des sujets de minorité, puis etc. là. Donc, c'est quelque chose qui aurait été impossible avec un échantillon de cette taille-ci, là. Mais si je peux ajouter, dans d'autres études, on voit que pour les étudiants issus de l'immigration, les études sont un facteur très important. On le voit notamment avec la venue des étudiants internationaux qui sont de plus en plus nombreux et qui souhaitent s'établir en passant par les études. Merci, Béatrice, pour le compliment. Donc, peut-être, Guillaume, une dernière question avant la mot de la fin. Oui, en fait, je relancerai la question d'un peu plus tôt là, quant au coup de cœur. Est-ce que un ou deux éléments là, qui ont marqué votre analyse, un coup de cœur? Je peux y aller en premier, là, parce que tantôt, j'avais répondu, là. Mais moi, ce qui m'a marqué, là, tu sais, c'est le besoin d'aide que les élèves réfèrent, là, au niveau de leur connaissance, de leur aptitude professionnelle, tu sais, d'apprendre à se connaître, de faire des c'est ça, d'essayer des choses, puis tout ça, d'apprendre à se connaître, va faire une différence dans où est-ce qu'ils vont s'orienter, puis tout ça. Puis je pense que c'est important pour les élèves, mais c'est important qu'ils s'orientent. Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, je suis admis dans un cégep, mais finalement, si c'est pas ça qui me tente, ben, fait que moi, je trouve que c'est un des points là, que même les élèves se rendent compte, eux autres mêmes, que c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'essayer des choses, de découvrir des programmes qu'ils ne connaissent pas. Puis, tu sais, encore une fois, les parents ont beaucoup d'influence. Fait que souvent, ils vont aller vers un domaine dans lequel leurs parents font déjà, mais finalement, ils se ferment à plein d'autres programmes, à plein d'autres choix qui pourraient s'offrir à eux pour apprendre à se connaître davantage. Fait que, tu sais, c'est peut-être là aussi, là, moi, je trouve que c'est un point là, que je trouve intéressant là, dans cette enquête-là qu'on est allé chercher. Là. Ben, merci, merci Camélia. Merci Guillaume pour la période de questions. Alors, pour moi, je trouve que c'est une étude qui va à coup sûr alimenter les réflexions de plusieurs intervenants, là, tant au milieu secondaire que dans le collégial. Je retiens pour ma part certaines données très intéressantes, à commencer par le fait qu'une majorité des élèves voient les cégeps comme une étape importante de leur vie. Qui leur permettra d'ouvrir de nouveaux horizons, des nouvelles perspectives. Je vois une grande lucidité de la part des jeunes, puis un positionnement très intéressant là, pour les cégeps dans l'esprit de ces jeunes. J'ai trouvé aussi très intéressant le fait que malgré que tes parents soient des personnes ayant le plus d'influence sur le choix
de poursuivre au cégep ou non. Une très grande proportion d'élèves, plus de 80 se sentent prêts à assumer des nouvelles responsabilités, à devenir plus autonomes. Donc, à 17,2 ans en moyenne chez les répondants, ça témoigne d'une volonté claire d'arriver à l'âge adulte et les étudiantes comprennent que les cégeps vont leur offrir un milieu des plus propices à cette transition de vie. Puis pour finir, je reprendrai les propos de Marco au sujet des défis de réaliser des projets interordres. Pour que ça fonctionne, ça prend de l'écoute de part et d'autre sur nos réalités respectives. Puis on a très bien réussi ça à la trajectoire. On est très heureux au RCM de cette belle collaboration avec le RRM et ECOB. Alors, ben, André, je te laisse le mot de la fin. Merci Guillaume, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Un lien va vous être communiqué dans le clavardage pour évaluer le webinaire de ce matin. On vous invite à prendre quelques minutes pour le compléter avant de vaquer à vos autres occupations aujourd'hui. Un dossier documentaire va vous être envoyé par courriel à la suite de la conférence. Dans ce dossier documentaire-là, vous allez y retrouver le lien pour la rediffusion du webinaire, la présentation qui a été partagée avec vous ce matin et quelques liens d'information pour aller un peu plus loin. Avant de terminer, j'aimerais remercier Guillaume et Liliane qui ont travaillé à préparer là, ce webinaire pour nous et bien entendu nos trois conférenciers que j'invite à réouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me suis enfargée dans mes mots. Alors, Béatrice, Camélia, Marco, merci infiniment. C'était très clair, un grand plaisir de vous avoir entendu ce matin. Puis, merci d'avoir partagé les résultats de cette enquête avec nous. Alors, à tous et toutes, on vous souhaite une excellente journée et un beau printemps.